Goedemiddag. Bon après-midi et bienvenue ici chez Sodexo pour notre rapport sur la responsabilité sociale des entreprises en action. Aujourd'hui chez Sodexo pour le rapport annuel sur les résultats CSR. Ik ben blij om vandaag. Je suis ravie de pouvoir accueillir deux invités aujourd'hui, Émilie Oyon et Johan Albrecht. Je les présenterai en détail plus tard, mais je suis surtout ravie de voir tous nos collaborateurs ici présents avec les comités de direction de Benefit and Rewards and On-Site Services avec le président Michel Croiset. Bienvenue et je suis évidemment content de vous revoir, vous comme une de nos parties prenantes, vous qui suivez le live stream avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer par une petite note personnelle et pour cela j'ai une photo. C'est la photo de ma fille qui a son anniversaire aujourd'hui. Elle fête ses 13 ans aujourd'hui. C'est une journée tout à fait particulière pour elle. Mais elle a également eu une influence sur ma vue sur les problématiques que nous avons aujourd'hui. Il y a 4 ans, elle me disait qu'elle avait un rêve. Elle voulait bien voir des jumelles à l'avenir parce qu'elle regardait les vidéos TikTok, YouTube, vous connaissez. Des filles de son âge sont vraiment occupées à faire ça. Et soudainement, je la trouvais et elle était en pleurs. Et elle avait son chien avec elle, notre chien, et je lui demandais, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si triste? Et elle me disait, mon rêve d'avoir une sœur jumelle, je ne vais jamais la voir. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Et elle m'a dit, voilà, j'ai appris à l'école sur le réchauffement climatique et en 2030, on aura le tipping point et après, ça ne va que aller de moins en moins bien. Et ça n'a plus aucun sens pour moi. Ça m'a touchée profondément et je pense que chaque parent ressentira la même chose et on ne peut pas rester indifférent quand cela arrive. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Comment est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Et puis, je me suis renseignée. Une des premières choses que j'ai fait, c'est de passer à un autre régime. J'ai commencé un régime végétarien parce que je me suis rendu compte que cela a un impact énorme. Et aujourd'hui, avec l'exposé du professeur Albrecht, nous allons en savoir plus. Et ça, c'est le deuxième point que je tiens à évoquer. Je me suis renseignée, mais il y avait des choses que j'ignorais. Pendant des années, j'ai cru que certaines choses étaient telles quelles, et puis j'ai eu de nouvelles perceptions, et j'ai dit peut-être que je dois changer mes points de vue. C'était un exemple. Nous habitions dans une maison locative à l'étranger, donc je n'avais aucun impact sur ce que je pouvais faire là. Mais quand nous sommes revenus en Belgique, là également, j'ai commencé à investir, comme beaucoup de personnes parmi nous. Isolation, panneaux photovoltaïques, le choix d'un véhicule à 100% électrique. Et là, on peut discuter si c'est le meilleur choix. Peut-être qu'à l'avenir, on va parler hydrogène. L'essentiel, c'est d'essayer de contribuer sa pierre à l'édifice. Et de cette manière, moi, j'ai déjà commencé à se faire. Et cela m'amène à mon premier orateur, premier invité, professeur Johan Albrecht, que je voudrais vous présenter. Il est professeur en économie à l'université de Gand et fondateur de la think tank Itinera, l'Institut Itinera, auteur de plusieurs livres néerlandophones et il a fait plus de 50 publications. La dernière parle d'être neutre au niveau climatologique en 2050, mais également récemment d'autres livres comme Le choc du Covid, En route pour une politique en prévention active, Investir dans un style de vie sain. Ce sont que quelques thèmes que Johan a décrits de manière très intéressante. J'ai également eu le plaisir de lire plusieurs de ses livres et il est également un conseiller fréquent d'organisations belges et internationales et actuellement membre coopté du Conseil central pour la vie d'entreprise et le panel du climat du gouvernement flamand. On s'est rencontrés et le premier déjeuner ensemble nous a fait découvrir que nous avions déjà quelque chose en commun. Johan aussi, il est devenu végétarien, ou il est le petit depuis très longtemps. Alors, on s'est regardé dans le plat et on a vu qu'il y a beaucoup de similitudes et rapidement, il y a eu la
connexion et je suis ravie, Johan, que vous avez accepté notre invitation pour venir raconter un peu plus sur comment nous pouvons devenir encore plus neutres au niveau climat et les problématiques dont vous allez parler. Donc voilà, je vous invite à prendre la parole. Bonjour, merci Sven de votre introduction. Je suis ravie d'être là et de pouvoir parler du climat et de l'énergie avec vous. Lorsque nous parlons d'énergie et climat, force est de constater, nous parlons d'une crise énergétique, des défis ou des catastrophes climatologiques. Et je peux très bien comprendre qu'envers les jeunes, cela peut être fort impressionnant. Et il y a également une notion pour l'exprimer, l'anxiété, l'angoisse climatologique. Et dans plusieurs pays, on voit que des jeunes se soucient énormément de leur avenir à cause de ce défi énorme. Donc envers les adultes, nous devons certainement agir davantage pour que de manière crédible, nous puissions percevoir ces défis. Que vais-je faire aujourd'hui? Je vais brièvement aborder la crise au niveau du gaz et puis les défis au niveau climatologique, mais d'une perspective où nous regardons quel rôle nous, en tant qu'individus, en tant qu'organisation, mais également en tant que dirigeants, que nous pouvons jouer dans cette histoire. Et vous allez voir rapidement que nous avons surtout besoin d'organisations solides, entreprises solides avec une philosophie, une vision forte en matière de diversité qui peuvent vraiment faire la différence et je vous donnerai des exemples en la matière. Vous connaissez sans aucun doute la problématique en matière du prix du gaz. Vous savez également que cela est lié aux livraisons de la Russie qui sont de plus en plus diminuées pour diverses raisons. De là, cette explosion des prix, cette flambée des prix du gaz, mais notre politique historique a également créé des points névralgiques. Saviez-vous que notre importation fin 2021 du gaz était de 83%? Donc pour 83%, pour toute notre consommation de gaz en Union européenne, 83% doit être acheté chez des parties qui ne font pas partie de l'Union européenne, ce qui bien sûr un élément très vulnérable qui s'exprime fortement aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule réponse à cela. Nous devons urgemment consommer de moins en moins de gaz. Et la Commission européenne, au mois de juillet de cette année, a demandé pour qu'en Europe, la demande du gaz diminue immédiatement de 15%, et cela certainement jusqu'au printemps 2023, pour pouvoir passer l'hiver sans incident majeur. Lorsque cela a été annoncé, il y avait une réaction assez critique, car moins 15%, ce n'est pas un détail. Pouvons-nous tout simplement effectivement diminuer notre demande de gaz de 15%, mais qu'est-ce qui s'avère? Toutes les données qui sont publiées aujourd'hui sur la demande du gaz dans les États membres européens montrent que cette demande de gaz réagit fortement à cette flambée de prix. Par exemple, aux Pays-Bas, la demande du gaz aux premières parties, la première moitié de cette année a chuté de 25%. Et si vous regardez la consommation de gaz par les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, nous avons des chiffres hebdomadaires. Cet été de 2022, la consommation de gaz était 41% inférieure à l'été de 2019 avant le Covid. Moins 41%, c'est quand même impressionnant. Donc, ce qui se passe ici, c'est bien sûr, aux Pays-Bas, vous avez un plan climatologique qui veut se déconnecter du gaz depuis longtemps, ce qui est mis en œuvre maintenant, et on voit que ces entreprises se réorganisent et ont effectivement une réduction importante. Alors, si nous allons avoir un hiver clément, les choses se présentent bien. Seulement, si l'hiver est très rude, avec 2 semaines de température de -5, -10, ça va faire mal. Mais les choses ne sont pas dramatiques. Alors, les entreprises sont mises au boulot, ont radicalement commencé à économiser au niveau énergie. Je suppose que Sodexo réfléchit là-dessus aussi, surtout pour cet hiver, car c'est essentiel. Que pouvons-nous faire en tant qu'individu, en tant que famille? Alors, je vous montre ce que Eurostat a conclu sur la consommation énergétique au niveau de la famille. Eh bien, 2 tiers
est utilisé pour chauffer les espaces. Donc, si votre thermostat est diminué de 1,5 degré, vous pouvez espérer d'économiser environ 10% en volume en consommation de gaz ou éventuellement mazout. Donc, cette recommandation de mettre le thermostat un brin plus bas fait une énorme différence si nous le faisons tous ensemble. C'est très important. Et puis, notre demande d'énergie pour chauffer l'eau, notre douche, notre baignoire, cela représente 15%, ce qui signifie également que cette recommandation pour simplement prendre une douche plus courte, si nous le faisons tous ensemble, ça fait une grosse différence. Quelques pourcents de notre demande énergétique peuvent être diminués en passant quelques minutes en moins sous la douche. Donc, nous pouvons certainement agir pour garantir ces moins 15%. Et puis, ces défis climatologiques, c'est bien sûr une histoire de longue haleine, mais vous savez sans aucun doute que l'Europe a des ambitions extrêmes. Le Green Deal a été annoncé en 2019 par la Commission européenne, ayant pour but que pour 2050, l'Europe soit le premier continent neutre au niveau climatologique. Cela demande une réduction de CO2 d'environ 95%. Donc, il faut aller moins 95% les 30 années à venir. Si on réussit à se faire, on sera neutre au niveau climatologique et j'espère que d'autres continents vont suivre l'exemple européen. Ce grand défi est en contraste avec l'historique de la réduction en CO2. Je vous montre les 30 dernières années. Les diminutions des émissions en gaz à effet de serre, c'est environ moins 28% en Union européenne. Et le bleu, c'est émissions CO2 d'avoir utilisé du charbon. L'orange pour le pétrole et puis en gris, le gaz. Alors, que voyons-nous? Que la corrélation entre les émissions du charbon et la totalité, eh bien, c'est extrêmement élevé, ce qui veut dire que le succès climatologique en Europe est la conséquence d'utiliser moins de charbon, car nous avons beaucoup d'anciennes industries et centrales à charbon qui ont été fermées entre-temps, ce qui fait diminuer cette émission CO2 fortement. Mais la demande de gaz continue à augmenter en Europe. Ça a augmenté de 20% depuis 2014. C'est également un combustible fossile et bien sûr c'est un point névralgique dans la politique européenne. Si vous regardez les 10 dernières années, il y a encore autre chose qui nous frappe. Des exemples tantôt. Les 10 dernières années, l'émission CO2 a plafonné entre 2014 et 2018. L'émission CO2 européenne a diminué de 1%, donc moins 1% en une longue période. Et en 2019, la Commission européenne dit on va à moins 95%, avec la même politique qui n'a pas vraiment montré une grosse révolution. Alors comment expliquer cela? Eh bien, moi, je l'aborde dans mon livre, mais je voudrais brièvement vous montrer cette histoire. La politique climatologique européenne est surtout une politique qui veut corriger les marchés avec l'instrument. On a mis un prix sur le CO2. Il y a également des axes importantes sur les combustibles, etc. L'intention étant que vous allez encourager le consommateur à changer son comportement. Et au sein de ce commerce en l'émission totale et les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie sont plafonnées et on espère que ce prix sera mis dans la fixation des prix, ce qui fait que dans notre consommation quotidienne, on ressent que ces produits deviennent plus chers et on va probablement en acheter moins et choisir des alternatives qui sont pauvres en émissions CO2. Voilà le raisonnement derrière cette politique. Et puis, on utilise énormément de subventions. Par exemple, si vous achetez une pompe à chaleur,
si vous allez isoler votre maison, si vous achetez une borne de chargement, une batterie à domicile, en certains pays un véhicule électrique, vous recevez beaucoup de subsides ayant pour objectif, si vous vous portez bien, vous avez une récompense et on va espérer que beaucoup de personnes vont faire ce qu'il faut. Alors, si le prix du CO2 ne cesse d'augmenter, vous pouvez penser que cela aura un impact sur notre manière de consommer. Ce que je vous montre ici, c'est l'évolution du prix du CO2 qui a bien sûr augmenté fortement les 2 dernières années. Eh bien, est-ce que cela a un impact sur les cornflakes que vous achetez, les céréales que vous achetez pour le petit-déj? Vous allez dire probablement oui, parce que ces céréales sont produites en industrie alimentaire, qui sont partisans dans ce commerce en CO2, qui doivent payer beaucoup plus pour leurs émissions. Donc, ils vont nous calculer ça dans les prix qu'ils nous mettent. Et donc, en magasin, au supermarché, vos céréales vont également coûter plus cher. Mais bien sûr, cela ne se fait pas du tout parce que les prix auxquels nous sommes confrontés au niveau retail sont déterminés par des accords, des contrats entre de très gros acheteurs comme Carrefour, Colruyt, Albert Heijn, des entreprises alimentaires énormes comme Nestlé qui font des accords cadres pour prendre des volumes énormes sur une longue période dans une certaine fourchette de prix qui parfois est soumise à une indexation. Mais en fait, le prix des céréales ne réagit vraiment pas. Et ça vaut pour énormément de produits dans notre économie parce que nous vivons effectivement dans une économie organisationnelle où ce ne sont pas les forces du marché qui déterminent les prix, mais les accords entre les grandes organisations. Et Herbert Simon, qui a remporté le prix Nobel de l'économie en 1978, l'a remis en lumière. Si on va corriger les forces du marché, parfois on est un peu naïf parce que ces forces du marché n'ont pas tellement d'impact sur les prix des produits quotidiens. Alors là, vous pouvez dire, oui, ok, les cornflakes, les mueslis, les céréales, qu'est-ce qu'on achète avec ça? Donc, on va être un peu critique envers les exemples simples. Mais voici quelques données sur le grand impact à l'inflation des coûts sur le coût pour les entreprises belges. Ce que vous voyez ici, c'est pour les entreprises belges par secteur. L'augmentation du prix de l'input, donc ça veut dire prix énergétique plus élevé, mais également matières premières, etc., qui deviennent plus chères, qui, à cause de problèmes d'approvisionnement, sont devenus beaucoup plus chers aussi. Et cela vous le montre pour les 6 mois qui précèdent au mois de mai 2022. Qu'est-ce qu'on voit? Pour les producteurs belges, les coûts ont augmenté de 50 à 60%. Ce sont les poutres jaunes que vous voyez. Mais dans quelle mesure est-ce que le prix de vente a-t-il augmenté? Eh bien, ça, ce sont les poutres vertes. Et vous voyez très bien que les coûts ont augmenté beaucoup plus que les prix de vente, ayant comme conclusion que nos entreprises ne peuvent pas calculer cela aux consommateurs parce qu'ils sont bloqués par les contrats avec leurs acheteurs où ces prix sont fixés. Ils peuvent dire, voilà, ma facture énergétique s'est doublée, donc voilà, maintenant je vends mes produits beaucoup plus chers. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans une économie organisationnelle, les prix dépendent des contrats de accords entre organisations et ici, cela a un impact très important. Si je vous demande ce que vous attendez pour l'inflation pour les mois à venir, vous voyez clairement qu'une grande partie de l'augmentation des coûts input n'ont vraiment pas encore été calculés aux consommateurs, ce qui fait que beaucoup d'entreprises, les mois à venir, vont essayer de le faire quand même. Donc, je crains que cette inflation, surtout cette première année, restera à un niveau très élevé. Donc, quelques points d'interrogation sur ce que nous sommes en train de faire au niveau politique climatologique, mais un élément très important qui manque dans une politique climatologique efficace, c'est qu'on ne sait pas encore très bien comment nous allons décarboniser cette chaîne d'approvisionnement. Tout ce que nous consommons dans notre pays est produit ailleurs
Et cette chaîne d'approvisionnement n'est pas soumise à cette politique classique climatologique. Nous l'avons organisée pays par pays. La Belgique s'occupe des émissions en Belgique. Les Pays-Bas regardent les émissions aux Pays-Bas. Mais tout ce que nous achetons d'ailleurs a bien sûr beaucoup d'émissions encastrées qui sont réalisées loin de notre pays. Pourquoi est-ce important? Parce qu'en fait, nous savons qu'environ 90 entreprises énormes actives à échelle mondiale sont responsables de 2 tiers des émissions énergétiques et industrielles. Donc, 90 entreprises représentent 2 tiers des émissions collectives et sont actives à échelle mondiale. Si ces entreprises s'engageaient à faire tout ce qu'elles peuvent pour que leur chaîne d'approvisionnement soit décarbonisée, cela provoquerait une révolution climatologique. C'est peut-être une idée un peu niaise de ma part, mais si on regarde ce qui se passe dans le secteur automobile, quelque chose de tout à fait spectaculaire s'est passé et les médias peut-être ne le montrent pas correctement, mais vous savez sans aucun doute que l'industrie automobile regarde et est confrontée depuis 25 ans à cette règle sur émissions CO2 par kilomètre parcouru. Et au niveau de la flotte, ils doivent limiter cela à 15 grammes par kilomètre fait. Et pour 2030, ça doit diminuer à 60 grammes par kilomètre parcouru pour toute la flotte en Europe. Cette règle a été fortement contestée par les constructeurs européens qui ont dit cela va faire grimper nos coûts énormément. Il faudra vendre nos véhicules beaucoup plus cher, cela va nous coûter des parts de marché, etc., etc. De très longues discussions qui ont traîné pendant 10 ans, mais la Commission a dit non, on reste ferme, voilà l'objectif pour 2030. Et qu'a fait Volvo quelques mois plus tard? Ils ont dit « Ah, vous savez quoi? Laissez tomber. Nous allons passer à 0 gramme de CO2. Nous allons passer à 100% électrique pour 2030. » Et depuis, de plus en plus de constructeurs disent « Ok, nous aussi, pour 2030, 2035, on passe à 100% à l'électrique. » Et toutes ces règles, laissez tomber, c'est pour les moteurs à combustible, c'est pas nécessaire, il faut plus le faire. Et puis après, la Commission européenne a dit, voilà, à partir de 2035, on ne pourra plus vendre ce type de véhicules. Parce que, bon, on ne va plus les produire, donc on ne va plus les vendre non plus, hein. Cela s'est fait à une vitesse vive et prème. Il y a 5 ans, quelques PDG de grandes entreprises automobiles ont dit la mobilité électrique, ce sera un marché de niche, ça reste un marché de niche. Il y a 8 ans, on se moquait de Tesla. On pouvait lire dans la presse financière quand est-ce qu'ils vont faire faillite. C'était là l'attitude envers Tesla. Et puis, quelques années plus tard, le discours a entièrement changé. Ces entreprises gigantesques peuvent maintenant maîtriser leur chaîne d'approvisionnement. Ils savent d'où viennent leurs batteries, à quel coût, et peuvent parfaitement se réorganiser. Et cela m'amène à la philosophie de zéro net. Alors, ces entreprises automobiles vont devenir de plus en plus zéro net. Par exemple, Honda dit pour 2050, on va construire la première voiture net zéro, donc sans aucune émission nette, avec une compensation parfaite qui sera produite avec des éléments produits à l'aide de hydrogène, etc. Donc ça bouge, ça va très vite. Et si vous regardez les engagements qui sont exprimés, actuellement en Europe, vous avez 1300 entreprises avec un agenda net zéro. Ils disent, voilà, on va être neutre en 2030, 2035, 2040, parmi lesquels beaucoup de multinationaux comme Pfizer, mais également des entreprises gigantesques comme Ikea. Ils veulent aussi devenir net zéro. Ils ne vont pas y arriver pour 2030, mais imaginez-vous si Ikea peut effectivement devenir neutre au niveau climatologique, ça va faire une différence énorme. Imaginez-vous que Walmart puisse également le devenir, que Carrefour le devienne, citez-les, ça va faire une différence énorme. Et c'est un agenda qui devient de plus en plus important. C'est logique aussi, hein. Si pour 2050, Europe peut être neutre au niveau climatologique, cela signifie que les organisations existantes seront également
neutres au niveau climatologique, sinon elles vont être en danger. On voit déjà que ces entreprises pionnières font du lobbying pour qu'on crée une législation qui fait que l'obligation soit enforcée d'être neutre au niveau climatologique et ils vont certainement pouvoir avoir un avantage compétitif. Donc je suppose que Sodexo a également un agenda à ce niveau-là, car il faut l'avoir si en 2050 vous voulez avoir un rôle prominent sur le marché. Donc, les organisations s'en occupent. Actuellement, en Europe, vous avez 105 villes qui sont zéro net. Si vous dites, voilà, pour cette date-là, nous allons être neutres. Pionnier étant Copenhague, qui pour 2050 veut être neutre au niveau CO2 en tant que ville et va probablement y réussir. Et quitte à voir, mais rien que pour vous dire, des villes d'une taille énorme, des entreprises gigantesques disent on s'y met, indépendamment de ce qu'il faut faire. Alors, si vous êtes client chez ces entreprises, vous savez que vous êtes sur une bonne voie. Vous pouvez également faire autre chose. Sachez que notre consommation totale en alimentation, également les boissons, représente un quart de l'émission totale en CO2. La consommation en viande représente 18% de l'émission CO2 globale. Ce que vous voyez ici, c'est par catégorie alimentaire, l'émission en CO2 par portion, utilisation de la terre, donc agricole, mais également des paramètres importants comme acidification, sécheresse. Il y a toujours une conclusion. Ce que vous voyez là au-dessus, ce sont les produits de viande qui sont le plus encombrants. Ce que vous voyez en bas, ce sont les fruits et légumes qui, bien sûr, demandent beaucoup moins d'énergie et ont beaucoup moins d'impact au niveau agricole. Vous devez savoir qu'environ 70% de l'espace agricole est utilisé pour produire d'une alimentation pour le bétail. Donc, si tous ensemble, nous allons manger moins de viande, vous avez énormément d'espace qu'on peut réutiliser pour des projets de réforestation. Ce qui est également nécessaire parce que devenir neutre au niveau climatologique pour 2050 ou diminuer dramatiquement cette réduction en CO2 demande une révolution alimentaire aussi, où le secteur agricole, qui est une source nette d'émissions en CO2, devient carbon sink, ce qui veut dire qu'ils vont absorber énormément de CO2 grâce à d'autres pratiques et parce que ils n'auront plus besoin de tous ces produits pour nourrir leur bétail. Ils pourront l'utiliser pour d'autres culture. Ça sonne bien, mais vous pouvez dire, voilà, cet argument ne me suffit pas pour manger moins de viande. Alors, il y a encore une très bonne nouvelle. Ce que vous mangez détermine en grande mesure votre santé. Et ça fait 20-30 ans qu'on le sait déjà, mais croyez-le ou non, une consommation importante de fruits et légumes et une consommation faible en viande, selon l'étude EPIC, l'étude la plus importante déjà réalisée en Europe sur les choix alimentaires, est la voie vers moins de risques pour des pathologies cardiovasculaires. Et vous pouvez lire ici que ces régimes risque de diabète diminue dramatiquement. Eh bien, ce qui reste toujours le plus mortel, ce sont toutes les conditions cardiovasculaires. Nous savons depuis très longtemps un travail très important a été fait sur les facteurs à risque pour les maladies cardiovasculaires et croyez-moi ou pas, mais 9 facteurs déterminent 95% de votre risque d'avoir un incident cardiovasculaire. Donc, si vous pouvez bien veiller sur ces 9 facteurs, vous avez très peu de risques. On le diminue de 80 à 95%. Vous voyez ces facteurs-là en rouge, comme le cholestérol, les lipides, l'hypertension, diabète, être obèse au niveau de l'estomac, consommation de fruits et légumes. Tout cela, vous pouvez directement le maîtriser via vos choix alimentaires. Donc cela montre une fois de plus que les bons choix alimentaires ont un impact énorme sur votre santé et les conséquences à très long terme. Comme Sven le dit, végétarien, c'est bon pour la planète, mais aussi très bien pour le budget, parce que vous évitez des affectations chroniques durables et en même temps, votre qualité de vie sera supérieure. Donc, informez-vous bien. Plus vous vous informez,
plus vous vous renseignez, plus vous connaissez le comportement idéal et qui a des effets bénéfiques, peut-être parfois inattendus. Alors, quelques conclusions. Alors, j'ai poussé sur le mauvais bouton, dit monsieur. Alors, quelques conclusions. Bon, la crise énergétique, on va pouvoir s'attaquer à cela. La réponse est de consommer moins de gaz. On va y arriver. La politique européenne du climat doit être revue, c'est clair, mais on voit de plus en plus d'organisations avec leur agenda de zéro net. Ça va très vite. Les grandes entreprises ont vraiment sauté sur cette locomotive, sur ce train, et cela aura un énorme impact d'ici 2030. Et vous pouvez me croire ou pas, mais l'individu zéro net sera aussi pour 2035-2040 et qui sera en même temps en très bonne santé. Merci de votre attention. Dank u wel. Merci, Johan. C'est un petit bonus. Non seulement c'est bon pour le climat, mais en même temps, je me sens bien, je me sens en meilleure santé. Et je peux vous en témoigner, ça a eu un impact. Ça fait depuis 4 ans que je suis ce régime alimentaire et je ne vois que des effets positifs. Donc, je ne peux que vous stimuler à le faire, à réduire votre consommation de viande, ne fût-ce que d'un jour. Responsabilité d'entreprise. Nous avons travaillé avec toute une équipe sur ce rapport. Vous voyez l'image du rapport maintenant sur l'écran. Voilà, merci. Et donc, il est bien sûr pas imprimé parce qu'on doit être cohérent avec ce qu'on dit, mais il est accessible pour vous tous si vous voulez le lire en détail. Je vais quand même vous donner un peu d'aperçu de ce rapport. On va le parcourir ensemble. Et bon, d'où est-ce qu'on commence si on veut travailler là-dessus? Bon, il ne faut pas réinventer la roue. Il y a déjà les objectifs de Sustainable Development Goals des Nations Unies. Et on s'est inspiré de ces 17 objectifs. Et nous en avons choisi 12 pour nous, sur lesquels, en tant que Sodexo Benefits and Rewards, on a un impact et on peut faire quelque chose. Sur les 5 critères, attends, je vais revenir un step en arrière. Sur les 5 critères, le partnership, en fait, c'est la raison qu'on est là aujourd'hui. Nous sommes ici avec vous, nos stakeholders, et donc nous nous faisons challenger sur ce que nous sommes en train de mettre en place. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'il y a des idées qu'on doit prendre? Donc on ne le fait pas juste en interne chez Sodexo, mais on cherche aussi des partenaires qui peuvent nous inspirer et aider sur ce chemin. Et puis nous avons 4 autres volets. Le premier, c'est People. Et pour ce trajet, nous avons un comité de mission en interne. Nous utilisons l'intelligence de nos propres employés. Et c'est Christelle Ergo qui gère ce domaine chez nous. Le deuxième, c'est Prospérité. Pour ce comité de mission, je vais citer 2 personnes parce qu'il y a Sander Korteville qui l'a fait l'année passée et il a transmis le flambeau à Louis Santens qui gère ça aujourd'hui. Pour la partie Peace, nous avons eu Pauline Grégoire qui l'a fait l'année passée et maintenant c'est Manon Ménil qui le reprend. Et ensuite, pour la partie Planète, c'est Thomas Van Heunegem qui chez nous mène ce comité. Alors, sur le sujet de la planète, il y a 3 enjeux. Il y a la promotion des comportements éco-responsables des bénéficiaires de nos solutions. Il y a l'approvisionnement responsable auprès de nos sous-traitants et l'empreinte environnementale directe de nos activités. Alors, comment est-ce qu'on commence à mesurer la promotion d'un comportement sustainable et sain? On s'est dit on va chercher quand même une façon de mesurer ça. Et comment est-ce que nous avons un impact? Nous avons quand même 1,6 million d'utilisateurs en Belgique qui peuvent lire des messages. On peut leur donner des idées comment avoir un comportement meilleur.
Mais alors, si on envoie des messages, il faut que les gens le lisent. Donc, on a dit, on commence par ça. On va voir qui ouvre ces messages, et ça doit quand même être au moins 45%. Pour vous donner une idée, 25% d'ouverture sur un mailing, c'est déjà pas mal. Et bien, notre résultat pour cette année a été 29%. Donc, c'est encourageant. Ce n'est pas encore au niveau de notre objectif. J'ai entendu que les derniers mois, on en a eu quelques-uns qui ont dépassé les 50%. Donc, bravo pour ça, c'est super. Et donc, notre ambition reste là, à emmener tous nos consommateurs à suivre ces conseils et bien s'informer. Mais il y a aussi Gilles qui nous a fait un testimonial sur ce sujet et on va peut-être l'écouter comment on a travaillé là-dessus. Je m'appelle Gilles et je travaille au sein de Sodexo dans le département marketing. Et dans ce département, ma fonction est Go-to-Market Manager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en charge des communications qui vont être envoyées vers nos bénéficiaires de chèques. Ça représente quand même plus d'1 million de personnes qui reçoivent nos communications. On a le plaisir, en fait, c'est d'orienter vers cette mission qui est très importante pour Sodexo, qui est d'orienter nos bénéficiaires vers des actes de consommation plus éco-responsables. Donc ça veut dire que dans le cadre de cette newsletter qu'on envoie tous les mois, on va donner les trucs et astuces pour avoir ces petits gestes. Alors ça peut être un petit geste qui va aider à consommer de manière plus responsable son énergie par exemple, utiliser moins d'eau aussi, ou bien favoriser surtout les circuits courts. Mais on va également organiser des concours. Et ces concours, par exemple, ça peut être gagner l'Atlas du changement climatique qui est expliqué à la jeune génération. Alors, afin de donner de la visibilité à toute cette communication, c'est important pour nous qu'il y ait un taux d'ouverture de nos newsletters qui soit important. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on analyse régulièrement les résultats des taux d'ouverture et on regarde un petit peu ce qui intéresse le plus le consommateur. Donc on essaie vraiment de trouver la bonne rencontre entre les messages qui sont importants à faire passer dans le cadre de la mission Sodexo et les messages que les bénéficiaires souhaitent entendre. Et donc, plus on augmente le taux d'ouverture, plus des gens sont sensibles à modifier leur comportement d'achat. Si on se projette dans 5 ans, une bonne manière de voir si notre job aura été efficace, si notre mission sera passée, c'est de voir non seulement évidemment les taux d'ouverture de ces newsletters qui augmentent de plus en plus, mais c'est aussi surtout d'avoir les acteurs de la transition, c'est-à-dire les affiliés chez qui on peut utiliser nos chèques, qui viennent vers nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup nous qu'allons les chercher, qui leur expliquons ce qu'on fait. Et si vraiment dans 5 ans, ces gens-là venaient chez nous en disant « On sait que vous avez une chouette mission, on veut participer, on veut pouvoir accepter vos chèques », là, c'est une belle preuve de réussite pour nous. Merci Gilles pour ce témoignage qui inspire. Je pense que c'est vraiment ça le travail, la force de l'équipe qui travaille dessus, qui vient avec ses idées et qui les met en pratique. Deuxième sujet, c'est responsible sourcing. Donc, effectivement, on n'est pas que jugé sur les activités de gestion en direct, mais on doit aussi assumer notre empreinte de durabilité de toute notre chaîne d'approvisionnement. On l'a encore entendu dans l'exposé de Johan. Et on a aussi un impact. Nous pouvons aussi discuter avec nos fournisseurs. Alors, c'est quoi le résultat qu'on a obtenu? On a commencé à travailler avec EcoVadis sur le top 10 de nos fournisseurs et on s'est fait auditer là-dessus, on les a fait auditer aussi. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, 95,9% de ce que nous dépensons est fait de façon responsable, tenant compte de tous ces engagements-là. Et bien sûr, on veut aller plus loin et on va aussi essayer d'inclure d'autres fournisseurs de plus petite taille là-dedans. Bon, comme ça a été expliqué, l'empreinte carbone est très, très basse dans notre activité comparé à d'autres industries. Donc, on n'est pas dans l'automobile, on n'est pas dans certaines industries, mais nous avons aussi des émissions de CO2. Donc, nous avons émis 1210 tonnes de gaz à effet de serre,
ce qui est une progression de 12% par rapport à l'année 2019, où on a commencé à mesurer ça, comme vous le voyez sur le tableau. Et nous nous sommes exprimés, pour devenir carbone neutre, il faut travailler sur 3 scopes. Il y a le scope 1, 2, 3. Le premier scope, c'est notre activité. Le deuxième, c'est la mobilité de nos employés, c'est le siège où nous travaillons. Et bien sûr, le troisième, c'est tout ce qui vient autour de nous, d'approvisionnement, etc. Et donc, nous avons pris cet engagement et atteint le logo que vous voyez ici sur l'écran. Donc, nous avons réussi à être CO2 neutre déjà comme seul émetteur de chèques en Belgique. Nous sommes les seuls d'avoir ce logo qui est quand même une excellente réussite. Et on se fait aussi en plus auditer par le SBTI. Et ça, c'est quoi? C'est le Science Based Target. Ce qui veut dire que c'est dans la ligne des accords de Paris visant à limiter le réchauffement de la température globale de 1,5% vers 2100. Et donc, quand même une réussite, je dirais, pour toute l'activité. Et donc, la troisième chose, tout ce qu'on peut, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais tout ce qu'on ne peut pas encore atteindre, on le compense. Donc, effectivement, on plante des arbres en Guatemala. Donc, c'est la partie où on n'est pas encore CO2 neutre à notre niveau. Donc, il y a encore une émission, mais on le compense entièrement. Donc, ce qui nous amène à être neutre aujourd'hui. Bon, on a un impact avec notre activité, je l'ai déjà dit. Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer là-dessus? C'est digitaliser. Donc, si on était encore dans l'ère du papier, on a vu que l'impact est 5,4 fois inférieur quand on passe la dépense d'un euro via le moyen digital versus le papier. Nous avons différents produits. Tous les produits que nous appelons privés sont déjà presque à 100%. Donc les chèques repas, les éco-chèques et tout ça aujourd'hui se trouve sur une carte et même une carte pour plusieurs produits. Donc c'est pas une carte par produit. Donc on a fait vraiment d'énormes progrès là-dessus. Après, nous avons aussi les marchés des titres-services en Belgique, où là, nous avons avancé aussi, mais il reste quand même encore 25% sur papier. Et donc, nous travaillons étroitement avec les autorités pour pouvoir arriver à encore une amélioration sur ce plan-là. Mais bien sûr, nous voulons aussi être inclusifs. Donc, il y a des gens qui ont encore besoin des chèques papier pour pouvoir s'organiser chez eux. Mais donc, on est passé en un an de 75% à 80% sur l'activité globale. Et sur le côté privé, on est à 99% aujourd'hui. Et Little Sparkle of the Year. Donc, qu'est-ce qu'on a fait encore dans ce contexte-ci? On a fait une donation, on l'a fait l'année passée aussi, de 63 laptops pour donner une seconde vie à notre matériel ICT. Donc, ça peut encore avoir une deuxième vie. On ne va pas gaspiller. Et donc, ces laptops ont été donnés à des familles de réfugiés d'Ukraine. Et donc, c'est important aussi pour pouvoir de nouveau être inclusif pour des familles démunies, à pouvoir continuer à suivre l'école ou chercher un emploi avec un laptop qu'ils ne peuvent peut-être pas se permettre. Le deuxième thème, c'est Peace, vrede. En daar zijn eigenlijk 3 thema's. 3 sujets sont importants. L'éthique de l'entrepreneuriat, la protection des données privées et l'engagement et la responsabilisation de nos collaborateurs. Alors, comment se mesurer en matière d'éthique? Premièrement, nous faisons en sorte que nos collaborateurs soient entraînés. 4 sur 5 de nos collaborateurs sont formés en matière d'éthique d'entrepreneuriat. Notre ambition est de passer à 100% et nous cherchons à développer des plans d'action dans ce sens. Mais bien sûr, regardons peut-être d'abord une vidéo qui souligne l'importance de ceci. Et c'est Elisabeth qui a réalisé la vidéo.
Ik ben Elisabeth Pelgrims, ik ben legal manager bij Sodexo Pas Belgium. Waarom is business ethics belangrijk voor mij? Kijk, ten eerste sowieso in een functie van de juridische dienst is een rechtvaardigheidsgevoel zeer belangrijk voor mij. Concreet bij Sodexo betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van contracten met allerhande verschillende partijen, allerhande verschillende stakeholders, of dat nu privaat is of publiek. Dan houden wij altijd ook mee een oogje in het zeil om te zien, oké, wat is de context, de ethische context? Hoe komen wij aan die contracten? We hebben een aantal essentiële voorwaarden om contracten te sluiten en om daartoe te geraken. Eén daarvan is ook om voldoende partijen, leveranciers te solliciteren om de beste offerte te bekomen. En dus daarbij benadruk ik de beste offerte puur op basis van objectieve criteria. Dat is één van onze ethische principes waarover dat dan draait, is vermijden van belangenconflicten. We gaan kiezen voor de beste leverancier. We gaan niet kiezen voor de leverancier die ons het beste behandelt. Het is te zeggen, die u al eens uit zou nodigen voor een restaurantje of een of ander voordeel. Want heel vlug kunnen we verzeild geraken in een situatie van corruptie. Wij kunnen dat niet tolereren en waarom niet? Omdat tot op het hoogste niveau, dus wij zijn 100% eigenaar van een beursgenoteerde vennootschap en wij zijn onderworpen aan zeer strenge wetgeving qua compliance. En dus er zijn enorm zware sancties als wij ethische principes. Dat is de reden waarom dat wij in elk contract een verplichte paragraaf gaan toevoegen waarin dat de links staan naar de ethische code en ook de gedragscode. Dus dat is de reden waarom dat Sodexo echt aan alle werknemers vraagt om een verplichte opleiding te volgen over wat is dan nu die ethische code, wat staat er nu in die gedragscode. En wij herhalen ook, Sodexo vraagt ook jaarlijks om aan de werknemers dat ze dat herhalen, zodanig dat dat steeds fris in het geheugen zit. Merci Elisabeth. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation, c'est le moment idéal de le faire. Alors, la sécurité et la protection de la vie privée est aussi important. Alors, j'ai montré la photo de ma fille. Elle a 13 ans. Elle a son mot à dire, donc je ne l'ai pas fait sans son accord. Et donc, il faut se renseigner. Il faut se renseigner, savoir ce qu'il en est, parce qu'il y a pas mal de législation en la matière. Et donc, là aussi, nous organisons des formations obligatoires par rapport à cette thématique. On n'a pas encore atteint les 100% et je vais continuer à insister. Donc, on est maintenant à 4 sur 5. Et il y a eu deux plaintes RGPD cette année-ci ont été rapidement traitées, suivies. Et bien sûr, on aimerait réduire ce nombre à 0, mais fait est que lorsqu'on a une plainte, il faut réagir rapidement. Un troisième thème, c'est l'engagement et la responsabilisation de nos collaborateurs. Il y a plusieurs façons de mesurer cela. Il existe plusieurs paramètres. Et celui qu'on a choisi ici, c'est leur sens d'autonomie. C'est-à-dire, est-ce que je me sens libre en tant que collaborateur de prendre des initiatives pour pouvoir travailler ensemble? Et 72% de nos collaborateurs ont ce sentiment. Ils se disent, voilà, ici, chez Sodexo, je peux travailler de façon autonome. On écoute ce que j'ai à dire. Est-ce que c'est suffisant? Non, on aimerait bien remonter ce chiffre à la hausse aussi. Mais la façon d'y travailler, c'est bien sûr d'organiser des enquêtes. Toutes les 2 semaines, on pose des questions, on écoute l'input de nos collaborateurs et on essaye de savoir quelles sont éventuellement des raisons d'un score moindre. Et c'est ainsi que nous essayons de tendre vers une amélioration. Alors, Sparkle of the Year pour ce thème, c'est le label qui nous a été donné par EcoVadis. Alors, EcoVadis nous fait un audit à 4 niveaux.
l'environnement, l'éthique et la gouvernance, l'emploi, le droit des êtres humains et le supply management. On nous a octroyé un score de 70% sur 100. Et donc, ainsi, nous font partie des 5% meilleures entreprises auditées par eux. C'est la deuxième année d'affilée que nous avons obtenu ce label d'or et c'est la troisième année que nous le mesurons. L'année d'avant, on avait donc un label argent. Mais ça devient toujours plus difficile d'être parmi les 5% meilleures entreprises parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font des efforts. Donc, pour faire partie de ce sommet, il faut à chaque fois faire des efforts supplémentaires. Cela démontre quand même que notre trajectoire d'entreprise socialement responsable, cette trajectoire porte ses fruits. Maintenant, autre thème que j'ai déjà abordé, c'est la prosperity. C'est la diversité, l'équité et l'inclusion, l'impact socio-économique local et la responsabilité financière. Je commencerai par l'impact social et économique. Et de nouveau, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on va mesurer ça dans notre activité? Eh bien, on s'est dit, avec tous ces consommateurs, si beaucoup de consommateurs vont dans la chaîne courte, comme l'a expliqué Gilles, vont aller dépenser dans les petites et moyennes marchands, ça a un impact positif. Parce qu'on sait que si on dépense 100 000 euros par an chez un petit commerce, ça crée entre 1,5 et 3 fois plus d'emplois que dans les grandes surfaces. Donc c'est notre responsabilité d'encourager nos 1,6 million de bénéficiaires à dépenser leur chèque dans les petits commerces. Notre ambition, c'est d'avoir 40% de dépenses là-dedans. Bon, on a progressé, on était à 36. L'année passée, on est arrivé à 37,7, donc c'est en bonne voie. Mais les employés savent qu'on a aussi été plus ambitieux en interne. On s'était fixé une partie du bonus de chacun dans le programme ANR à mesurer nos propres dépenses et on s'était dit il faut qu'au moins nous-mêmes nous donnons l'exemple et nous allons voir si on peut dépenser chez les petits commerces. Et là, on a dépassé les 40%, donc j'en suis très fier au nom de tous nos employés. Le test a été concluant, mais comment est-ce que nous allons traduire ceci maintenant envers le marché? Je pense que ça, c'est maintenant le grand challenge devant nous. Deuxième thème, notre responsabilité financière. Ben, il y a 5 milliards d'euros presque qui transitent chez Sodexo Benefits and Rewards. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent qui circule, ce n'est pas le nôtre. Et bien sûr, c'est les titres et services qui viennent chez nous qu'on va rembourser chez les entreprises agréées. C'est des chèques repas qui sont dépensés chez les marchands qu'on va évidemment rembourser chez ces marchands. Notre objectif est de faire ça dans les délais à 100%. Vous voyez qu'on n'y est pas, on se mesure, on est honnête là-dessus, on a atteint 97%. La raison, c'est que parfois, il y a des technicités qui font qu'on ne peut pas rester dans un certain délai. Pour les marchands autour des chèques repas, par exemple, on paye dans les 2 jours, toujours. Mais il y a eu, quand il y a un incident technique, il se peut que les systèmes ont du mal à tourner et que ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est l'explication du pourquoi on n'est pas à 100%. Si ça se passe au niveau des titres et services, ben, on a un double effet négatif. Un, on n'atteint pas notre objectif, mais deux, on a aussi des pénalités envers les régions et on les paye. Et évidemment, on n'a pas envie de faire ça, mais surtout, on a envie de garder nos engagements et d'être à 100%. Le fait de le mesurer met quelque chose en mouvement. Et il y a les équipes qui, cette année, se sont dit, tiens, ces 2 jours, on veut être aussi, nous, à notre niveau à 100%. Et ils ont effectivement constaté qu'on n'y était pas toujours. Et alors, ils vont chercher plus loin. Et ce n'était pas eux-mêmes qui pouvaient le faire tout seuls. Ils devaient aller, par exemple, discuter avec le département IT pour dire attention, on a des batchs qui tournent, mais il y a d'autres batchs qui tournent pour la fin du mois. Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser différemment? Et ils ont été très créatifs et même les équipes IT ont trouvé des solutions pour ce qu'on appelle du parallélisme dans les batchs. Là, je vais dans la technicité, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. En tout cas, ça a eu un impact et on a vu des mois par la suite où on était 100% dedans. Donc, de nouveau, c'est l'intelligence collective qui joue pour qu'on atteigne ces résultats.
Et puis le troisième qui pour moi est aussi super important, c'est notre diversité, l'équité et l'inclusion. C'est dans l'ADN de l'entreprise depuis 1960, depuis que ça a été créé par Pierre Bellan. Et donc, toute nouvelle recrue passe une journée de sensibilisation à cette thématique. Et de nouveau, notre ambition, c'est que tout le monde passe par cette journée. Mais parfois, il y a des raisons pour ne pas être là ou pour travailler sur autre chose. Et c'est pour ça qu'on est à 82% et pas à 100%. Donc, de nouveau, je reviens sur les formations. Super important qu'on est tous alignés là-dessus et que le bien-être au travail est soutenu par tout le monde. Parce que c'est l'objectif que toute personne se sente valorisée dans ses différences et que les relations interpersonnelles puissent être authentiques. Et donc, nous ne demanderons jamais à quiconque de se cacher. Nous sommes unis dans la diversité et les différences font notre force. Donc, c'est quand même un message important et soyons aussi alors meilleurs encore sur cet objectif. Sparkle of the Year sur ce thème. On a fait un training sur un mot WCAG 2.1. Ça veut dire quoi? C'est Web Content Accessibility Guidelines. Donc c'est de nouveau une manière de communiquer de façon inclusive. Et un exemple, c'est notre rapport qu'on a fait, qui est digital, qui a tenu compte de tous ces éléments. Donc je pense qu'on a un témoignage de Dominique qu'on va écouter là-dessus. Je suis Dominique, je travaille au département HR pour le moment, mais plus précisément dans l'équipe training. Je suis chez Sodexo depuis 5 ans maintenant. J'ai eu l'occasion par Sodexo de vivre une expérience lors d'une réunion de managers à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister. Et nous avait permis de vivre l'expérience du handicap avec d'abord un petit rappel de tiens, pour la personne handicapée, c'est quoi les difficultés, c'est quoi sa réalité. Et donc un petit rappel aussi qu'effectivement, c'est pas toujours facile pour ces personnes-là de s'intégrer dans le monde du travail, mais qu'au final, ça ne demande pas toujours beaucoup d'aménagement, beaucoup d'investissement. Simplement une prise de conscience, je pense, de tout le monde, on peut fonctionner tous ensemble et comment est-ce qu'on fait pour le faire. Ce qui était très chouette, c'est de pouvoir se mettre un peu dans la peau de la personne qui présente un handicap et de pouvoir faire des exercices, par exemple, de mobilité pour une personne qui est en chaise, de pouvoir faire des exercices avec une vue qui est troublée, de pouvoir faire des exercices avec l'ouïe qui ne fonctionne pas correctement et de se rendre compte en fait de la réalité de terrain de ces personnes, de ce qu'elles vivent au quotidien. L'idéal, ce serait Sodexo, dans 5 ans, est une société qui a réussi à inclure totalement le handicap sous ses diverses formes dans la société. On pourrait voir dans le panel des personnes qui travaillent chez nous que cette diversité est présente. On peut déjà voir chez nous que la diversité culturelle et l'inclusion est présente à ce niveau-là. Ce serait super de pouvoir voir aussi que le handicap n'est pas un frein à l'engagement chez Sodexo et que ça vit tout autant que la personne qui ne présente pas de handicap. Merci Dominique, un très joli témoignage. En effet, un atelier que nous avons fait avec le management et qui nous a quand même ouvert les yeux. Et ce n'est que le début. Là, vous avez une conscientisation et vous pouvez commencer à en tenir compte. Le 4e thème, les êtres humains, people. De nouveau, 3 sujets, le bien-être au travail, l'égalité entre les genres et de nouveau formation et développement. Pour ce qui est du bien-être au travail, nous avons 2 indicateurs que nous suivons. D'abord, l'Employee Net Promoter Score, le score promoteur net pour les personnes qui ne l'utilisent pas. Ça signifie que vous allez voir qui a un avis positif, qui est négatif, et vous allez déduire les négatifs du positif. Vous ne regardez pas les neutres, et donc positif veut dire je donne un score de 9 voire 10 sur 10 sur une question sur comment je me sens. Et ainsi, l'intention est bien sûr d'avoir tout d'abord un score
positif. Nous l'avons, 7,8 était aux alentours de 8 l'année passée. C'est pas assez bon, ce qui fait que c'est orange, car notre ambition est d'avoir un score beaucoup plus élevé et d'avoir un score de 30. Il y a bien sûr des explications, mais je ne pense pas que ce soit le plus important. L'important, c'est que nous le mesurons, qu'on pose la question et qu'on essaye de mieux faire. Deuxième thème, c'est l'égalité au niveau des sexes. Là, nous avons mesuré une première fois la parité entre hommes et femmes au management. L'ambition est entre 40 et 60%. Elle est juste en dessous. On est à 36% femmes et 64 personnes d'hommes. Dommage. Moi, je voulais bien que ce soit différent, mais ça prend du temps et certains postes doivent être complétés, ça de 1. De 2, cela est également partiellement lié à notre activité qui est quand même assez intense au niveau de certains profils en informatique, etc., où il n'est pas facile de trouver des femmes. Mais dans d'autres départements, on trouve moins d'hommes. Donc, une fois que vous entrez en détail, ça semble pas si facile. Mais on le mesure, on est bien au courant. Et quand nous recrutons, nous posons cette question d'avoir des candidats des deux sexes pour qu'on ait quand même au moins la possibilité de le regarder. C'est très important pour le groupe Sodexo aussi et notre conseil d'administration à échelle mondiale a cette parité. Il y a même 60% de femmes au conseil d'administration. Donc là, c'est quand même un bel exemple. Je ne pense pas qu'il y ait tant d'entreprises qui puissent le dire. Et nous avons également un PDG et une présidente féminine, Sophie Bellan, qui est très attentive à tout cela. Deuxième indicateur est lié au fossé salarial entre hommes et femmes, l'écart salarial. Ça frappe fort quand vous voyez les premiers chiffres parce que la moyenne nationale, c'est une différence de 12% entre hommes et femmes. Chez nous, c'est 17,8%. En fait, je viens de l'expliquer. C'est également lié aux postes qui sont occupés par des hommes et des femmes. Si en direction, nous avons plus d'hommes, bien sûr, cet équilibre est déjà un peu perdu car on mesure la moyenne de la population totale. C'est la définition de l'écart salarial. Il est important de commencer à travailler là-dessus, de le mesurer et d'en s'en rendre compte. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui exerce la même fonction chez Sodexo a un salaire différent s'il est homme ou femme? Non. Donc, chaque fonction reçoit le même salaire. Là, je mets ma main au feu. Mais en totalité, nous voyons une différence et nous voulons y remédier. Mais je ne pense pas que ce soit un défi unique à Sodexo, mais c'est un défi social de comment faire en sorte à ce que plus de femmes occupent des postes supérieurs et certaines fonctions supérieures. Et nous voulons certainement contribuer notre pierre à l'édifice. Et puis, il y a encore un très beau développement que nous mesurons sur formation et développement. Et là, il s'agit de la mobilité en interne. Combien de chances est-ce qu'on donne à nos collaborateurs pour évoluer, pour croître en interne, pour exercer d'autres fonctions? Et là, nous avons un joli résultat de 44% cette année. Donc, 44% des nouveaux postes qui sont devenus disponibles ont été complétés par des collaborateurs internes qui ont donc changé de fonction au sein de Sodexo. On a également un chouette témoignage de Gary que nous allons écouter maintenant. Mijn naam is Gary de Beer. Ik ben 31 jaar en ik werk 7 jaar bij Sodexo, waarvan recent ben ik gestart als communicatiecoördinator. Dus alles wat dat te maken heeft met het coördineren, opvolgen van communicatie bij de publieke sector. Ik ben 6 jaar geleden begonnen op de klantendienst voor de privéproducten, zoals bijvoorbeeld de maaltijdchecks, eco-checks, waar dat ik op termijn van 1 jaar de kans heb gehad om dossierbeheerder te worden. Dat hield specifiek in dat ik mijn collega's moest helpen bij moeilijkere dossiers of vragen van klanten waar dat ze niet onmiddellijk aan uitgeraakten. Daar stond ik in om bij te staan met alle hulp. Maar na 6 jaar was het voor mij effectief tijd om een ander segment van het bedrijf te leren kennen.
En ik heb dus effectief de kans gehad, zeer recent, om over te gaan van de privéproducten naar de publieke producten. Dat is voor mij een van de grote voorbeelden dat je effectief een kans krijgt binnen Sodexo om intern te kunnen gaan mobiliseren of te veranderen van departement. Dat je constant wordt bijgestaan, ook al heb je niet altijd de kennis of ervaring, dat je toch altijd die kans krijgt en opgevolgd wordt en zo altijd je kennis kan gaan verhogen en eventueel ook kan gaan doorgroeien binnen het bedrijf. Dus Sodexo is daar echt wel een goed voorbeeld voor op dat vlak. Ik ben natuurlijk niet de enige binnen het bedrijf dat de kans krijgt om altijd te kunnen gaan doorgroeien of te evolueren. Iedereen die effectief goed werk levert en die vooral de interesse heeft in het doorgroeien en in de verschillende segmenten te leren kennen van het bedrijf, maakt altijd een kans. Waar zie ik mezelf? Wel, ik zie mezelf zoveel mogelijk alle segmenten leren kennen van het bedrijf, want hoe meer je leert kennen, hoe meer zaken je kan gaan realiseren, hoe harder je ook kan gaan evolueren. En wie weet zit ik ooit in plaats van op deze stoel op de hoogste stoel binnen het bedrijf. Maar dat is misschien niet een realistische gedachte. Maar als je echt je best doet en je wilt iets en je werkt ervoor, dan kan je zeer ver geraken en zeker bij Sodexo. Zeker in vestigheid. Certainement, Gary, et c'est bon d'avoir des ambitions, je le soutiens. L'étincelle de l'année, Sparkle of the Year sur ce thème, eh bien, je vous ai expliqué qu'avec cet écart salarial, cela nous gêne un peu, ça nous reste sur l'estomac. On a pris quelques initiatives comme lors du calcul du bonus. Aujourd'hui, les congés de paternité et fraternité sont également pris en compte, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et ça veut dire que si vous allez prendre ce type de congé, cela ne va pas vous léser dans ce calcul. Nous avons également obtenu la certification GEIS. C'est le troisième certificat que nous avons obtenu. J'ai déjà parlé du label de neutralité écologique. EcoVadis et maintenant celui-ci, où nous sommes le seul en Belgique de notre secteur qui obtient ces labels. Pour souligner une fois de plus que nous le prenons très au sérieux et si nous voulons faire quelque chose, on va se valider en externe. C'est un point de départ pour structurer notre politique et bien fixer nos ambitions. En fait, je peux encore ajouter que nos produits, le moment est venu d'en parler, sont également très égalitaires. Si aujourd'hui vous avez des chèques repas, des éco-chèques, des chèques sport culture ou des chèques cadeaux, vous donnez le même montant à chaque personne au sein de la société, ce qui est fort inclusif. Aucune distinction n'est faite et nous le faisons également pour nos propres collaborateurs. Ce serait étrange de ne pas servir d'exemple. Deuxième chose qu'on a fait, on a questionné le personnel sur l'augmentation salariale, 0,4%, comment implémenter cela. Et la majorité des collaborateurs ont dit, mettons-le dans une assurance médicale et dentaire pour toutes les familles. Nous l'avons fait et de nouveau un joli pas dans le bon sens. Et puis, j'arrive à la fin de notre plan. J'ai alors l'honneur d'inviter Émilie Hoyos. Merci à Émilie d'avoir accepté aussi d'être avec nous et de sortir du jardin où je sais que tu aimes aussi travailler. Émilie est l'ancienne présidente du Parlement wallon, aussi coprésidente de la partie écolo, ancienne présidente de l'Université de Namur et consultante en stratégie au bureau de conseil à Canto, chargée de cours à l'Université catholique de Louvain et mère d'une fille aussi, de 13 ans. Ah, voilà, encore quelque chose en commun. Émilie va nous parler de l'action climatique attendue du monde de l'entreprise. Merci Sven, un immense merci de m'avoir invité à prendre la parole et de m'adresser à vous cet après-midi. Ça m'a vraiment beaucoup touchée en fait. Ça fait quelques années que j'ai la chance de travailler
aux côtés de Sodexo, avec Greg notamment, sur les enjeux CSR notamment, mais sur d'autres aussi. Et pour ne rien vous cacher, quand Greg m'a envoyé l'invitation, je lui ai dit, c'est le plus beau KPI de mon travail que je peux avoir, d'être invité à parler devant vous cet après-midi. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Alors, Sven vous l'a dit, j'ai eu une vie en politique. J'ai arrêté la politique il y a plus ou moins 8 ans. Quand on est en politique, on est un peu entouré enfin, on va dire que c'est un peu la maladie de l'homme et de la femme politique, c'est qu'il pense qu'il a raison et qu'il est possible que les autres aient tort. Moi, j'ai toujours eu, malgré tout, je pensais aussi un peu comme ça, mais j'avais quand même cette intuition, cette impression que sur les questions environnementales et climatiques, il était en fait possible que les choses aillent plus vite en dehors de la politique que dans la politique. J'ai visité des dizaines et des dizaines d'entreprises pendant mes mandats. Alors bien sûr, le discours n'était pas tout à fait authentique, parce que quand une entreprise accueille un homme ou une femme politique, c'est un discours un peu vitrine. Mais malgré tout, j'avais cette intuition, j'avais cette impression que les pionniers étaient dans les entreprises et n'étaient pas en politique. Et j'en suis aujourd'hui tout à fait convaincue en travaillant aux côtés des entreprises. Alors, juste un tout petit moment de théorie. J'ai eu l'occasion d'entendre il y a quelques années Elisabeth Laville, qui a créé l'agence Utopie à Paris, qui est vraiment une des agences françaises spécialisées dans l'accompagnement CSR des entreprises. Et elle explique assez bien la manière dont la responsabilité sociétale des entreprises a évolué ces 20 dernières années, à travers 3 étapes. La première étape, c'est l'étape qu'elle appelle l'étape du bad but. On sait qu'on a un mauvais impact, on sait qu'on pollue, on sait qu'on a certainement un impact sur les dérèglements climatiques, mais on a une petite fondation philanthropique. Et on a bonne conscience. On ne va pas changer, mais on distribue une toute petite marge de nos dividendes à une toute petite fondation et on arrive à bien dormir. Mais c'est déjà ça, parce qu'on en est un peu conscient et on fait quand même un peu de bien. Certains sont restés dans cette optique-là. Heureusement, ils sont de moins en moins nombreux. La deuxième étape, après le bad but, c'est ce qu'elle appelle le less bad. Et le less bad, ça commence par le fait de monitorer. Meten is weten. Donc vraiment, les premiers rapports CSR, c'est ça en fait. C'est pour connaître son impact, pour le corriger, pour le diminuer, voire pour l'annuler complètement, il faut d'abord le mesurer. Et donc, on voit apparaître, de gré ou de force, les premiers rapports sociétaux des entreprises. Puisqu'on a mesuré, on peut connaître son impact et donc on peut décider de le compenser. Et arrivent alors les notions de compensation carbone, mais pas seulement, d'autres types de compensation, soit une compensation hic et nunc. Voilà, je travaille dans l'aviation, je propose aux gens qui prennent l'avion de compenser le coût en carbone de leur vol. Je prends l'avion, je compense, je sors de l'avion, j'ai fini de compenser. Certains vont plus loin. Certains ont mesuré non pas seulement leurs émissions de CO2 et leurs autres impacts, leurs autres externalités négatives sur l'environnement aujourd'hui, mais ils ont fait aussi l'exercice depuis leur création. J'ai un client, pour ne pas le citer, le groupe Velux, le groupe danois. Ils ont calculé les émissions de CO2 directes, pas indirectes, ça c'est l'étape suivante, mais directes de leurs produits depuis leur création en 1941. Et ils ont un programme de compensation carbone de l'ensemble de ces émissions. Programme de compensation carbone avec 2 buffers. Un buffer qu'ils se sont fixés eux-mêmes, un deuxième buffer que le WWF leur a rajouté, c'est leur partenaire. Et donc, en fait, ils plantent chaque année une série d'arbres, plus 25% des arbres qui pourraient brûler, ne pas prendre, parce qu'on a par exemple un été comme celui-là. Donc, la compensation maintenant, la compensation du passé, tout ça, c'est la deuxième étape. On a encore un impact négatif, mais on le compense. Less bad. La troisième étape, la plus ambitieuse, c'est le more good. C'est se dire,
Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'avoir un impact moins négatif, c'est que j'ai envie que l'impact de mon entreprise soit carrément positif, qu'il restaure la biodiversité, qu'il capte le CO2, qu'il retisse le lien social, etc., qu'il répare les accidents de la vie. C'est l'économie régénérative. Tout à l'heure, Johan parlait de l'agriculture qui, plutôt qu'être intensive et émettrice de CO2, pourrait devenir demain une source de captation du carbone. Eh bien là, c'est une illustration d'une agriculture qui ne serait plus dans le less bad, mais qui deviendrait une agriculture du more good. On peut l'imaginer dans des secteurs industriels, mais c'est beaucoup plus facile à imaginer dans le secteur des services. On y reviendra tout à l'heure, où on peut très facilement imaginer de quelle manière on peut retisser le lien social. C'est aussi donc toute la question de l'éco-conception, de l'économie circulaire. Voilà donc une certaine direction qui est engagée. Et quand moi je lis le rapport CSA 2022, j'ai l'impression que la route est prise, le chemin est pris par Sodexo et qu'on est là quelque part entre le less bad et le more good. On compense certaines choses sur lesquelles on n'a pas encore de prise, et en même temps, on essaye d'inscrire au cœur de nos métiers l'impact à la fois sur le lien social, sur la consommation, sur la diversité. Et j'ai été particulièrement touchée par le témoignage de l'équipe marketing qui incite très concrètement les personnes avec les produits à aller consommer dans les entreprises locales, à avoir des gestes énergétiques vertueux, etc. Alors, qu'est-ce qui fait bouger ces entreprises? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on passe du bad bud au less bad et puis peut-être qu'un jour on devient un more good? Alors certainement il y a la conviction. Il y a les jeunes filles de 13 ans qui posent des questions impertinentes. Moi c'était hier soir. C'est bouleversant, hein, faut savoir réagir. Hein. Mais maman, moi de toute façon, je sais que je vais mourir jeune parce qu'à un moment donné on ne saura plus respirer. Donc voilà, ça c'est au moment où je prépare les pâtes. Voilà, ça fait bouger. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une jeune fille de 13 ans et tout le monde n'est pas encore convaincu. Sven l'est, une grande partie des gens sur les exos le sont, ça c'est une bonne nouvelle. Mais la question que je me pose depuis que j'ai arrêté la politique, c'est a-t-on le temps d'attendre que tout le monde soit convaincu? Je ne crois pas en fait. Parce que la conviction, ça prend du temps et qu'on le sait, Johan l'a montré tout à l'heure, on a tous plein d'autres images en tête. Du temps, on n'en a quand même plus beaucoup. Alors la tentation, ce serait de dire, si ce n'est pas la conviction, alors c'est l'obligation. Mais on sait aussi que ça ne marche pas nécessairement très fort parce que Johan l'a montré, les politiques publiques ne sont pas vraiment, ne sont pas tout à fait au niveau de l'ambition évoquée, ou en tout cas n'ont pas l'impact de l'ambition évoquée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre la conviction et l'obligation, même si l'obligation reste à un moment donné une manière de faire? Moi, je constate, en tout cas dans mon rôle de consultante, qu'il y a plein d'autres facteurs qui font qu'à un moment donné, on change. Il y a un facteur, alors c'est assez cynique, mais j'avoue que la gravité des enjeux me fait dire que la fin justifie les moyens et qu'un peu de cynisme, finalement, ce n'est pas grave. La première chose, je disais, c'est la réputation. Aujourd'hui, les entreprises qui ne prennent pas à bras-le-corps les enjeux climatiques, de biodiversité, d'environnement, etc., courent un grand risque en termes de réputation. Et la réputation d'une marque, c'est potentiellement son cours en bourse, c'est le désamour soudain des consommateurs, c'est un sujet, je ne sais pas quel est comment s'appellent ces émissions du côté flamand, du côté francophone, c'est investigation, etc., etc. Du jour au lendemain, on peut passer d'une entreprise qui a pignon sur rue, qui a bonne réputation, à une marque boycottée. Alors parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Et donc la réputation, je le constate, est aujourd'hui un moteur d'action dans les entreprises pour décider de s'y mettre. Et du moment qu'on s'y mette vraiment, en fait, moi je m'en fiche. Qu'on soit convaincu ou qu'on le fasse parce qu'on a peur d'avoir un mauvais sujet à la télé, du moment qu'on le fasse et qu'on le fasse vraiment, finalement, j'ai l'impression que la fin justifie les moyens. Il y a la pression des parties prenantes. Et parmi les parties prenantes, il y a bien entendu les consommateurs. Et donc,
dans les actions que vous menez, vous faites en sorte que les consommateurs finalement exercent une sorte de pression sur le marché. Moi, j'ai le souvenir d'un autre de nos clients, Spadel, qui a accéléré la réduction des bouteilles en plastique après qu'à plusieurs reprises, on soit venu déposer devant leur porte des montagnes de bouteilles en plastique. Et bien donc là, c'est vraiment la pression de leurs parties prenantes, ici les clients, qui font qu'ils ont bougé, et sans doute lié à la question de la réputation. Encore un autre élément qui fait bouger, c'est l'argent, la concurrence, les investisseurs, les actionnaires. Aujourd'hui, investir dans une entreprise qui n'a pas de vision environnementale, c'est un grand risque économique. Et toutes ces raisons-là font que, pour répondre à la question que Greg m'avait posée en m'invitant il y a quelques semaines, finalement, quelle est la responsabilité des entreprises face aux enjeux climatiques par rapport à la responsabilité du politique? Je me dis que les entreprises ont en tout cas 1001 raisons de bouger. Et 1001 raisons qui ne dépendent que d'elles et de leurs parties prenantes. Alors on peut attendre que le politique bouge, mais on peut aussi continuer à jouer les pionniers. Et le politique suivra. Et on l'a vu aujourd'hui, notamment, on parlait tout à l'heure du débat sur les voitures électriques. C'est parce que certains ont osé qu'à un moment donné, le politique ose réguler. Alors il régule ici, et les pionniers remettent la barre là. Et finalement, peut-être que la réalité économique ira plus vite que la régulation. Et donc, on doit espérer que les politiques suivent, on doit espérer qu'ils aient une vision, on doit espérer qu'ils aient une ambition très forte. Mais en attendant, je pense qu'ici, dans le monde des entreprises, là où on est crédible, là où on a de l'authenticité, là où on a une prise réelle sur les choses, on doit continuer à être pionnier et montrer la voie. Et en ce sens, c'est une belle réalisation ici, un beau premier pas chez Sodexo. Merci, Émilie. Je pense qu'on a l'audience qui a peut-être aussi pu réagir à distance ou peut-être dans la salle, qui veut encore poser quelques questions. On a encore 8 minutes, je pense, donc on a encore le temps. We hebben nog tijd voor een aantal vragen. On a encore le temps pour quelques questions, les personnes qui suivent à distance ou les personnes ici en salle. Est toujours la plus difficile. On en a une en ligne et qui pourrait s'appliquer à aux 3 intervenants ou intervenantes. Vous choisissez qui veut y répondre, ou les 3. Donc, la question est, le développement durable, c'est super et merci pour vos efforts, mais nous sommes en pleine crise économique. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord se concentrer sur le développement économique plutôt que sur quelle entreprise sera la plus verte? Ça me ferait très plaisir de répondre 30 secondes à cette question parce que c'est la chose que je n'ai pas pu dire parce que tu as dit que j'avais plus de temps. J'allais terminer mon intervention normalement en disant que la difficulté, c'est la complexité, qu'on n'a malheureusement pas l'occasion aujourd'hui de choisir ce qui est le plus urgent. La crise économique est terrible, mais la crise climatique l'est tout autant. La crise alimentaire augmente les prix autant que la crise énergétique. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est la gestion de la complexité. Et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte de développer des politiques publiques, des politiques d'entreprise, des visions qui permettent en même temps d'avoir des réponses économiques, écologiques, etc. Et voilà, Johan pourra le redire lui-même, mais quand on économise du gaz, on rend nos économies plus résilientes, moins dépendantes des enjeux géostratégiques, et en même temps, on fait des milestones immenses, les uns après les autres, en matière de dérèglement climatique, de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de concevoir des business et des politiques publiques qui intègrent l'ensemble de ces éléments. Et moi, j'ai l'impression qu'on gagne sur tous les plans ou on perd sur tous les plans. On n'arrivera plus à saucissonner aujourd'hui. Ça, c'est ma conviction. Johan, als jij nog iets op die vraag... Johan, si tu veux encore ajouter quelque chose, peut-être que tu peux te mettre ici.
Je peux confirmer ce que vous venez de dire, mais en fait, chaque crise est un moment où nous devons préparer notre avenir. Que signifie une crise? Ça veut dire que notre manière de penser ne suffisait pas apparemment pour anticiper à cette crise. Si elle est tellement dépendante des pays hors l'Union européenne, c'est bon marché, ouais, chouette, jusqu'à ce que ça tourne mal. Et là, il faut être honnête et se dire, ah, on s'est trompé dans cette approche. Il faut mieux veiller sur notre résilience, il faut se réinventer. Voilà souvent ce que signifie une crise, et une entreprise qui arrive bien à s'y faire face va s'améliorer, se renforcer et regarder l'avenir avec plein de confiance. Bien sûr, si vous restez acharné à vos raisonnements historiques, vous pouvez disparaître comme un dinosaure. Une crise, c'est toujours un moment de réflexion, de réorientation, également dans notre vie personnelle, je pense, très souvent. Et on va survivre, hein. Donc, en fin de compte, c'est peut-être un peu naïf, mais il y a un chemin, c'est toujours s'adapter, s'améliorer. Et ça vaut pour les individus comme pour les entreprises. Et je pense que là, c'est la vie telle qu'elle est. Je suis entièrement d'accord. Et un peu du contexte de Sodexo, nous avons même une partie de la solution, si on veut le regarder de telle manière. Nous avons la facture énergétique qui grimpe. Que pouvons-nous faire? Aujourd'hui, nous avons l'éco-chèque. Si vous allez consommer ou acheter avec des éco-chèques, vous pouvez faire des investissements pour diminuer votre facture. Ce sont des solutions que nous offrons. Nous allons plaider pour les utiliser davantage. Et je pense que l'écologie et l'économie, et voilà ce que je voudrais dire, les deux vont de pair. Et si on regarde ce côté-là, il y a plein d'opportunités. Nous avons encore une question également sur la durabilité. Une question pour toi, Sven. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas quelques étages ici au bureau à Bruxelles pour diminuer notre émission en CO2? C'est une très bonne question et je regarde Michel qui voudrait peut-être répondre. Michel? J'y vais? Allez, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'un côté, nous voulons que les gens viennent au bureau. Nous voulons l'inclusion. On voit également que collaborer est plus facile si les personnes viennent au bureau. Et ils sont plus que les bienvenus, ça c'est une chose. Et je pense que certains collègues, c'est 3 jours par semaine, donc ils sont plus que les bienvenus. Bien sûr, si tout le monde vient, comme aujourd'hui, il nous faut de l'espace. Mais il y a également des possibilités. Nous l'avons vu, il y a de plus en plus de télétravail et nous sommes absolument pour. C'est un nouvel équilibre que nous avons trouvé après le Covid-19 et ce qui permet de revoir les espaces. Et je pense que nous allons déjà démarrer par un étage que nous allons bientôt fermer. C'est déjà un premier pas dans ce sens, des initiatives que nous pouvons prendre. Un employeur, et c'est également une question pour Sven directement. Désolé, Émilie et Johan. La question est la suivante. Pourrait-on avoir une liste des petits commerçants pour inciter notre personnel à aller chez eux plutôt que dans les grandes surfaces? C'est une excellente question. Je pourrais vous recommander de soit aller sur le site Sodexo for You ou dans l'application mobile dans lequel vous pouvez trouver tous les marchands où vous pouvez aller. Et je pense qu'il y a de la géolocalisation dedans qui permet de regarder autour de vous où se trouvent ces petits commerces. Il y a aussi souvent des tips and tricks qui se trouvent là-dedans. Vous pouvez bien sûr vous inscrire à notre newsletter, vous l'avez entendu aujourd'hui, pour encore avoir plus d'informations là-dessus. Donc merci pour la question. Je vois qu'il est temps, donc temps de remercier d'abord les deux orateurs, Émilie et Johan. Van harte bedankt om hier bij ons. Un tout grand merci d'avoir partagé vos vues avec nous. Je pense qu'on est devenu encore plus intelligent grâce à cela. Également cette problématique aujourd'hui. Pour ceux et celles qui voudraient consulter le rapport. Merci demain pour ceux qui ont participé. Donc vous aurez accès au rapport.
Merci pour votre participation, d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Bedankt om erbij te zijn. Merci de votre présence et je tiens également à remercier toute notre équipe, tous nos collaborateurs qui contribuent à ces résultats jour après jour. Nous l'avons fait ensemble. C'est un travail d'équipe. Un grand merci à tout le monde, tout en particulier pour l'événement d'aujourd'hui. Michiel, Lily, Charles, Fred, Ricardo, Sacha, Alejandro, Mélanie et Greg. Un très grand merci de tout votre travail préparatif et nous avons encore un tout petit cadeau pour Johan et Emily. Et je pense que on peut ainsi clôturer notre live stream. Un grand merci.